Maintenant, top départ. Ça y est, bonsoir tout le monde. Hello, hello. Écoutez, je suis ravie ce soir. J'ai l'énorme privilège de recevoir le docteur Denis Koester. Je sais que j'écorche pas ton nom. Parce qu'en fait, au départ, je l'allais le dire à l'anglais, genre Denis Koester. Mais on va le dire à la française, c'est Denis. Voilà. Denis Koester. Ça se dit bien comme ça? Oui, en fait, c'est Koester. En fait, c'est pour ça que je dis docteur Denis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent docteur Denis pour simplifier. Donc, j'ai gardé. Okay. Donc, c'est Denis pour les intimes, quoi, c'est ça? Voilà, voilà. Non, en fait, docteur Denis, parce que ça faisait docteur pour être sérieux et Denis pour être sympa. Ouais, mais comme tu as une tête sympa, bon, je comprends pourquoi on t'appelle Denis, du coup. Bon, écoute, je suis honorée parce que tu vois, sur mon compte Nutrition en famille, en fait, je parle d'holisme. Je parle de méthodes de santé pour prendre soin de toi sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental et pourquoi pas spirituel, si on le souhaite. Mais en tout cas, voilà, donc je suis ravie de pouvoir avoir des personnes comme toi qui sont dans ces deux domaines, qui soient à la fois la santé allopathique assemblée à la santé holistique. Et je suis contente parce qu'en fait, des rencontres comme celle-là, j'en ai fait peu jusqu'à présent. Je me retrouve encore, tu vois, dans ces cases finalement où médecine générale et médecine holistique. Et pourtant, tu vois, je suis convaincue qu'on est fait pour être complémentaires. Et tu en es la preuve vivante. Et ta femme aussi, visiblement, parce qu'on en avait parlé Tout à fait. en off. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je pense que tu as plein de choses à dire. Donc, je te laisse la parole. Merci. Alors, merci Marion, merci à toutes et à tous et merci de votre présence. Donc, effectivement, docteur Denis, donc docteur Denis Koester. Je suis médecin anesthésiste réanimateur. Ça, c'est mon métier, mon entre guillemets vrai métier. Hein. Aujourd'hui, j'étais au bloc toute la journée. Donc, j'ai vraiment un apport très, très allopathique. Hein. Je suis ancien chef de clinique des universités. Donc, j'ai un vrai cursus de médecine allopathique universitaire. Et en fait, pendant ce cursus, je me suis vraiment intéressé à la santé. Hein. C'est vrai que je raconte souvent cette histoire qu'au cours de mes études, je me suis rendu compte qu'on était très fort pour soigner les maladies, qu'on n'était pas forcément tip-top pour permettre la santé. Et en fait, la santé, Marion, c'est un espèce de champ extrêmement large. La santé, ça va depuis la mort jusqu'au maximum de ce qu'on peut imaginer au niveau santé, allant même, là j'ouvre une porte qu'on refermera assez vite, mais vers ce qu'on peut appeler le transhumanisme, hein, qui serait vraiment une espèce de modification même de notre être pour aller vers une espèce dont on ne sait pas trop quoi, d'être humain 2.0. Donc, dans ce champ, si tu veux, c'est vrai qu'en tant que réanimateur, mon but, c'était de passer de la mort à la survie. Après, la médecine, c'est de passer de la survie à la santé. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller vers une santé en continu. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pu découvrir à travers la médecine allopathique, à travers l'étude de différentes techniques corps-esprit, comme par exemple le coaching ou l'hypnose ou le EFT ou toutes ces choses-là. Donc, ça m'a permis de vraiment m'imprégner de toute cette notion de santé. Est-ce que je peux te demander à quel moment tu as eu cette ouverture-là? C'est-à-dire que là où tu sais, quand tu es bien ancré pendant tes études, tu prêtes serment d'Hippocrate, à quel moment il y a une ouverture vers cette médecine, cet holisme, quand tu vas vers plutôt l'hypnothérapie? Donc, j'imagine que en tant qu'anesthésiste, c'était dans une volonté peut-être d'atténuer tout ce qui était douleur. Oui, et puis, tout à fait. En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose très tôt, hein, au début de mon internat en 1998. Donc, ça date. Tu étais déjà étudiant quand tu t'es intéressé. Oui, j'étais interne en anesthésie. Et en fait, à l'époque, j'avais voulu me former. Et puis, bon, pour des raisons X, Y, finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis revenu vraiment à l'hypnose en 2006. Donc, je pratique l'hypnose depuis 2006. Et ça m'a vraiment ouvert justement sur ce que je te disais, c'est-à-dire cet abord d'une santé corps-esprit, puisque j'aime bien dire que dans mon expérience, la limite de l'accompagnement de l'esprit, c'est le corps, et la limite de l'accompagnement du corps, c'est l'esprit. Et c'est vrai que l'intérêt de comprendre les deux, c'est vraiment ce qui m'a guidé. Et donc, dans cette logique,
d'une santé au mieux de sa forme, je dirais. Moi, je me suis Ouais. intéressé à la médecine anti-âge, hein. J'ai également le plaisir, la chance, l'honneur, en tout cas. Le fait est que je suis titulaire des 2 diplômes de médecine anti-âge qui existent en France. J'ai été, je crois, le premier médecin à être titulaire des 2 diplômes. Donc, ça m'a permis de voir que, tu vois, cette santé qui allait donc de la mort jusqu'à un humain 2.0, on pouvait finalement utiliser beaucoup de concepts pour prolonger la vie. Et finalement, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en remettant comme ça de la médecine anti-âge ou du moins de la santé holistique et Ouais. plus dans une notion d'optimisation. Et en fait, c'est un jour en discutant avec un ami qui fait beaucoup de marketing et je lui ai Ouais. expliqué ce que je faisais, ma vision. Il m'a dit, mais en fait, ce que tu fais aux États-Unis, ça s'appelle du biohacking. En fait, tu fais du biohacking depuis des années et sans le savoir. Et je me suis dit, effectivement, je me suis intéressé à ça. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je fais du biohacking depuis longtemps, en expérimentant des choses sur moi, en proposant à des clients, à des patients différentes choses. Et c'est vrai que ça m'a permis de voir que cette complémentarité corps-esprit permettait vraiment d'augmenter les résultats lors des accompagnements. Alors, bon, après, chemin faisant, je me suis retrouvé à créer une méthode. La première méthode que j'ai créée, Corps Esprit, c'était sur l'addiction au sucre. Ouais. Donc, Ça concerne beaucoup de monde, ça ça. concerne énormément de monde. Et à la suite de ça, bah, Actualité. Ouais. ça a fait boule de neige. En fait, j'ai écrit un livre aux éditions Larousse sur le sujet. Après, j'ai fait d'autres méthodes Corps Esprit sur les acouphènes, les douleurs chroniques, l'immunité, Oui, j'ai le, vu une de tes interviews, voilà, effectivement. la minceur. J'ai fait pas mal de choses. J'ai coécrit donc avec mon épouse un livre qui est paru chez Albin Michel sur l'immunité. Et en fait, toutes les méthodes que j'ai créées, tout ce que j'ai pu produire, on va dire, c'est toujours la même chose. C'était toujours du corps-esprit, c'est-à-dire des apports d'hypnose, de méditation, de PNL, de coaching pour la partie mentale et de la micronutrition, de la nutrition et des moyens corps-esprit pour la partie physique. Et l'idée, c'est de voir à quel point il y a une symbiose entre les deux, un effet synergique. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressé, cet effet synergique. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le biohacking. L'idée n'étant plus d'équilibrer, on va dire, mais plus d'aller vers l'optimisation. J'insiste bien, ce n'est pas le transhumanisme, on n'est pas là pour modifier l'être humain, on est là pour l'amener au maximum de ses capacités, tant du corps que de l'esprit. Donc, est-ce que ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on a tout en nous et l'idée, c'est d'aller avec ces techniques que tu vas nous expliquer qui sont, du coup, j'ai l'impression que c'est dans le naturel finalement parce que tout ce qui est technique de PNL, EFT, hypnose, on est vraiment sur un accompagnement, mais en tout cas, les ressources, on les a en nous. C'est juste qu'on va pouvoir les hacker, on va pouvoir les optimiser pour pouvoir en fait être la meilleure personne que l'on peut être et avoir des champs, des possibles qui puissent s'ouvrir. Oui, en fait, donc la première partie du biohacking, c'est d'abord de constater tous les déséquilibres. Ouais. Ensuite, on va équilibrer tous ces déséquilibres avec des techniques effectivement naturelles, hein. Euh, Alors concrètement, quand tu me parles, on va aller voir un petit peu les déséquilibres. Comment tu fais ça? ben, c'est à la base le questionnement de la personne, L'anamnèse. Ouais. l'anamnèse, et puis voir concrètement euh, s'il y a des déséquilibres qui peuvent paraître patents. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Une personne qui viendrait en étant un peu déprimée, Ouais. euh, ben, de but en blanc, on a envie de se dire, bon, ben, on va lui faire une psychothérapie, on va lui filer des antidépresseurs, etc. Mais si on ne s'est pas interrogé sur comment se passe son tube digestif, on risque de passer à côté de quelque chose parce que Complètement. on sait très bien qu'il y a un lien entre l'intestin et le cerveau, hein. C'est de plus en plus documenté. Et notamment, on sait que 80-90% de la sérotonine, donc le neurotransmetteur de la sérénité, est produit par le tube digestif. Donc, voir une personne avec un problème d'humeur, un problème de dépression ou de déprime, sans s'intéresser par exemple à son tube digestif, on peut passer à côté de quelque chose. Donc l'idée, c'est d'abord de commencer par des choses simples, et puis ensuite, effectivement, on peut aller vers le plus complexe. Je vais te donner un exemple tout bête. À un moment, il y a quelques mois, j'ai un peu abusé du sport. Mhm. J'avais mal aux genoux, vraiment, j'avais les genoux assez abîmés. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Tout d'abord, je me rends compte que j'ai une douleur. Alors, je regarde un peu au niveau de mon alimentation. Bon, peut-être que je mangeais peut-être un peu trop
un peu trop de sucre, un peu tout gras, malgré Une alimentation un peu acidifiante. voilà, tous les conseils que je peux donner. Bon, donc je fais une première, voilà. Donc, ensuite, je me dis, oh, ok, ça suffit pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des anti-inflammatoires naturels, genre du curcuma, des choses comme ça, ou de la silice, enfin des gels de silice, des choses comme ça, de l'huile essentielle de Voltairy, enfin tout un tas de choses naturelles. Hein. Et puis, ben, ça suffisait pas. Alors, ben, je suis passé au stade supérieur. Je me suis fait injecter de l'acide hyaluronique dans le genou. D'accord. Donc, oh, ça a une petite amélioration, mais ce n'était pas encore parfait. Et finalement, ce que j'ai trouvé le plus parfait, ça a été de me faire prélever mon propre plasma et de me réinjecter mon propre plasma dans le genou. Et ça m'a sauvé le genou. Donc là, si tu veux, je suis allé avec des moyens qui étaient de plus en plus complexes, mais qui étaient toujours quand même en ma propre nature. Hein. Je suis allé donc vers le maximum de ce que je pouvais faire au niveau du genou. Et c'est là où la différence avec le transhumanisme, ça aurait été, bon, écoute, je ne me casse pas la tête, je me fais exploser les genoux, je mets des prothèses bioniques et je vais pouvoir marcher plus vite. Donc là, on est dans le transhumanisme, on n'est plus dans l'optimisation. Est-ce que vous parlez de réductionnisme aussi, tu vois? Finalement, dans l'holisme par rapport au réductionnisme qui est contré, c'est que au lieu d'aller voir juste la cause, et enfin juste ne serait-ce que le symptôme, pardon, on va vraiment aller chercher toutes les causes possibles, mais vraiment à la racine. De toute façon, si tu veux, tout traitement en médecine a toujours différentes phases. Et en fait, toute prise en charge doit avoir différentes phases. Il y a la phase symptomatique, la phase étiologique et le traitement symptomatique, traitement étiologique, traitement préventif. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes ne s'intéressent qu'à une de ces trois phases. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'une personne qui se prend un pied dans le tapis chez elle et qui se casse la jambe. Voilà. Le traitement le plus important à l'instant T pour la personne, c'est pas le traitement étiologique. Je veux dire, le fait ou le traitement préventif, le fait de réparer son tapis pour pas qu'elle se reprenne les pieds dedans, c'est pas son problème. Là, son problème, c'est qu'elle a mal. Donc, on va faire un traitement symptomatique. Ensuite, on va faire un traitement étiologique. On va lui planter un clou dans la jambe. On va réparer la jambe. On va faire une rééducation. Ensuite, on va faire effectivement un traitement préventif, c'est-à-dire qu'on va refixer son tapis du salon pour éviter que ça recommence. Mais lui parler d'aller réparer son tapis du salon alors qu'elle est en train de hurler de douleur, c'est complètement un non-sens. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que quand on prend une personne, l'idée, c'est que la prise en charge globale, elle doit avoir toujours l'arrière-pensée de se dire, je suis symptomatique, je suis étiologique et je suis préventif. Et ça, c'est vrai pour tout. Si, par exemple, mettons, quelqu'un vient pour un problème de surpoids, si, mettons, tout à l'heure, tu parlais d'hypnose, si avec l'hypnose, on lui persuade que toutes les fois, elle va manger trop, elle va avoir envie de vomir, ça va être sympa, mais ça va être uniquement symptomatique, c'est-à-dire que ça va l'empêcher de créer le symptôme qui est de chercher à manger. On ne va pas aller chercher la pensée racine, on ne va pas non plus faire une prévention d'une meilleure façon de s'alimenter. Donc, c'est toujours la même chose, toujours voir les trois phases quand on prend en charge une personne. En fait, si tu veux, je te rejoins sur ce que tu dis. Après, je dirais qu'il y a une notion de globalité, c'est-à-dire que moi, ça me parle parce que je suis experte en nutrition santé et naturopathie, et tu vois, les personnes qui veulent perdre du poids, quand je les accompagne, tu vois, je me rends compte qu'il y a une notion d'urgence, mais finalement, il y a l'aspect psychologique, et c'est pour ça que je me suis intéressée à la PNL. Je suis formée en PNL, et que tu connais très bien. Finalement, l'aspect psychologique, il est plutôt indispensable par rapport à juste rééquilibrer son alimentation. Finalement, tu vois, il y a des personnes, elles sont toujours un peu étonnées de voir qu'au départ, bon, déjà, il y a mon écoute qui fait aussi beaucoup. Le fait de prendre en considération un certain mal-être, parce qu'elles sont pas là, elles sont pas ici du jour au lendemain avec un surpoids. Il y a certains symptômes qui arrivent, qui mettent plusieurs années à arriver. Et donc, de prendre en considération, déjà, de valider la personne, de savoir si elle vient bien d'elle-même, tu vois, quand ça vient d'elle-même, déjà, ça change déjà tout, plutôt que quelqu'un que tu vas conseiller, oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais si ça vient pas d'elle et qu'elle n'est pas décidée, bon, bah, dans la tête, finalement, ça agit pas beaucoup. Donc, c'est agir sur tous les piliers, c'est-à-dire que, moi, tu vois, je vais avoir une notion globale qui est, OK, on va y aller petit à petit, et puis, au fur et à mesure, elle va se rendre compte que le haut du problème, le haut de l'iceberg, qui est juste
ok, je me sens pas bien, je me sens en surpoids. Finalement, c'est quoi? Ça cache quoi derrière? Et la racine, on y va petit à petit, Oui, comme un tout à muscle, fait. et Ah, on va découvrir qu'en fait, finalement, il y a eu un manque affectif, ou et donc on va aller venir remplir un vide. Donc finalement, on va aller plus loin que qui est le vrai problème, le vrai problème à la surface, qui est le surpoids et donc l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont aller, tu vois, vers dans des régimes assez stricts, qui vont perdre du poids énormément en peu de temps. Oui, qui vont soigner uniquement le symptôme, mais moi je te rejoins 100%. C'est-à-dire que dernièrement, j'ai sorti une formation justement en ligne pour les thérapeutes qui voulaient accompagner les gens en Ouais, surpoids. Et j'expliquais vraiment justement ce concept de dire effectivement tout d'abord l'urgence, c'est par exemple, il y a plein de techniques d'hypnose, hein. Il y en a une par exemple qui marche très bien, qu'on appelle l'anogastrique virtuelle, en fait, qui est là vraiment pour couper les pulsions alimentaires. Mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que cette technique, elle n'est pas bonne. Elle est pas bonne si elle est mal utilisée. C'est une très bonne technique si on sait que c'est juste symptomatique et qu'effectivement, après, on prend le temps d'aller chercher la racine et après de faire du préventif, c'est-à-dire de rééduquer la personne sur une bonne alimentation. Donc, c'est toujours la même chose. Symptomatique, étiologique et préventif. Et si on a l'un et qu'on n'a pas l'autre, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai, quand tu dis effectivement la question de l'alimentation, c'est du comportement. Et en fait, toujours ce qui est intéressant, c'est quelle est l'émotion, quelle est la pensée, quelle est la croyance, quelle est la valeur, quelle est l'identité qui se masque exactement. derrière. Voilà. Je sais pas si tu connais Brooke Castillo, qui est une célèbre coach et moi, elle m'a appris elle m'a appris le modèle qui Hmm. fait qu'en fait, à partir d'une pensée, crée une émotion, crée tes actions. Ah voilà, Et moi, je ne savais pas que c'était. Enfin voilà, c'est la pensée qui ouais, crée l'émotion, qui crée le ressenti corporel, qui crée l'action, qui c'est crée le ça. Voilà. résultat, Bon, bah, qui crée ça reprend ce l'habitude. modèle-là. Voilà, c'est toujours la même chose. Ouais. Et, 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 Effectivement. et c'est puissant. C'est puissant. Tu arrives en fait en changeant une pensée, à changer complètement ta journée, changer l'état d'énergie dans Oui, lequel oui. tu es. Mais c'est justement ça, ça fait partie justement, quand on parlait du hacking, du biohacking, en fait, Ouais. le biohacking, c'est le hacking effectivement physique, hein. Il y a bio, donc on a envie d'avoir, on pense qu'il n'y a que du physique, mais il y a aussi du mental. C'est-à-dire que, voilà, moi j'utilise aussi toutes les techniques que j'ai appris d'hypnose, de coaching. J'ai été formé au coaching par Alain Quérol, hein, chez qui j'enseigne aussi, qui est une des personnes qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France dans les années 80. Donc, je veux dire, c'est quand même une Génial. pointure. Wow. J'ai également été formé au coaching santé par Robert Dills, donc je pense qu'il est inutile de présenter Robert Dills. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'utiliser, moi j'utilise toutes les techniques que j'ai appris de ces personnes, justement pour hacker le cerveau, d'expliquer que quand on a une pensée, quand on a une émotion, on peut la hacker. Il y a plein de manières de faire. Le FT est une très bonne manière de hacker. Et en fait, l'idée, c'est par contre, hacker le cerveau, oui, et toujours hacker le corps, comprendre comment on peut travailler aussi sur le corps. Le corps, donc tu parles des différents corps, que ce soit à la fois physique ou émotionnel. Alors oui, tout à fait, mais là, quand je parlais de corps, en l'occurrence, c'était le physique, c'est-à-dire que Ouais. là encore, bon, on peut passer une soirée à parler du poids, mais c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que, par exemple, voilà, au niveau du corps, ça sert absolument à rien si une personne en surpoids de commencer à s'occuper de son corps si en fait on ne se rend pas compte qu'il y a derrière une hypothyroïdie ou un diabète ou un problème de cortisol ou un problème de microbiote. Enfin, je veux dire, c'est là où je disais tout à l'heure que la limite de l'accompagnement de l'esprit, c'est le corps et la limite de l'accompagnement du corps, c'est l'esprit. Moi, je me souviens d'une fois une personne qui était venue me voir en consultation d'hypnose, un cadre sup qui expliquait que depuis quelque temps, il avait moins d'énergie au travail, moins de libido, qui se sentait un peu apathique, etc. Et c'est vrai que lui, il voulait du coaching pour ça. Et en fait, dans ma tête, ouais, ça a fait tilt et je me suis dit, mais attends, ce monsieur, c'est pas ça qu'il lui C'est des faut. trucs à checker avant, quoi. C'est ça que tu veux Et en dire. fait, voilà, il avait une carence en testostérone, quelques D'accord. substituts de testostérone, et au bout de 15 jours, 3 semaines, c'était fini, il n'y avait plus rien. Et c'est hyper important ce que dit Denis là, parce que c'est aussi ne pas faire n'importe quoi. Moi, je suis pas médecin et j'accompagne des personnes qui sont en bonne santé. Et l'idée, ce n'est pas de faire n'importe quoi non plus avec la santé. On peut agir sur différents plans, mais en faisant aussi attention d'aller checker avec son médecin généraliste, Bien ne serait-ce sûr, que faire un bilan bien sûr. pour aller vérifier les RT3, les RT4 pour éviter, voir si la thyroïde va bien. Mm. C'est hyper important. Effectivement, il y a des
il y a des critères qui sont à ne pas louper, quoi. Donc, si, admettons, vous pourriez faire pire à partir dans des régimes, des fois, qui sont très stricts. D'ailleurs, je n'aime pas forcément le mot régime. Je pense à des régimes qui sont, tu vois, sans glucides, qui peuvent des fois faire plus de mal que de bien. Des personnes qui sont immunodéprimées et qui vont entamer un jeûne. Du coup, à court terme, vous allez avoir des résultats, sauf qu'après, vous allez finir par être immunodéprimé. La machine ne va pas apprécier le manque d'énergie, hein, ça c'est sûr. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je parle de bio-individualité, tu vois, de terrain, parce qu'on est déjà tous différents. On a un feu digestif qui est différent, on a des organes qui ne vont pas à la même puissance que d'autres personnes qui sont à côté de nous, on n'a pas les mêmes besoins. Donc, tout ça, c'est hyper individualisé. On a besoin vraiment d'aller aussi de checker ce qui me paraît indispensable, quoi, avec un médecin au moins. Voilà. Bon, je t'ai coupé, désolée. Non, mais moi, je te laissais parce que je pense que c'est un message qui est vraiment essentiel à transmettre à toutes les personnes qui vont avoir l'occasion d'écouter cet échange. C'est vrai que voilà, quand je forme les thérapeutes, moi, je leur explique tout le temps que de toute façon, mais la règle numéro 1, c'est ne prenez pas en charge une personne à partir du moment où elle n'a pas été checkée par son médecin. Exactement. Alors, c'est vrai que bon, moi, j'ai la chance d'avoir les deux casquettes. Donc, moi, à la rigueur, je fais fromage et dessert. Voilà, je fais mes propres investigations. Et puis, bon, si j'ai le moindre doute, j'adresse à un confrère de toute façon. Mais en tout cas, c'est vraiment important de toujours passer ce message, et également le message que finalement, s'occuper de l'esprit sans s'occuper du corps, voilà, ça sert strictement à rien. On est toujours héritier de ce dualisme cartésien qui voudrait séparer le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. C'est ce que j'allais dire. Et on sait très bien que voilà, maintenant, c'est complètement faux. Et c'est intéressant parce que, bon, je te dis, ça fait quand même 15 ans que je fais de l'hypnose. Moi, je vois bien aussi comment les choses ont évolué dans le monde médical. Je me souviens quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, les gens me regardaient avec des yeux comme des soucoupes. Ils disaient, mais c'est Qu'est-ce qu'il n'importe fait, quoi, il fait quoi, c'est ouais. n'importe quoi. Même la première fois que j'avais Mais parlé. tu vois, le fait que tu aies la casquette du médecin généraliste, je pense quand même qu'il y a une certaine crédibilité par rapport à la personne qui ne s'est formée qu'en hypnose, tu vois. Oui, de toute façon, oui. Alors c'est vrai que, mais même les médecins étaient assez frileux. Moi, je me souviens qu'au début, quand je faisais des Tes formations confrères. pour les soignants, il y avait très peu de personnes. Maintenant, je déborde sous les demandes, et même maintenant, la dernière fois, les dernières formations que j'ai faites, il y avait tellement de demandes qu'on a dû faire 2 groupes avec avec moi pour assumer toutes les demandes. Donc, Ah, c'est génial. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que les pensées évoluent et que on va dire que des médecins qui étaient plutôt réfractaires, du coup, s'ouvrent un peu plus à cette vision plus globale. les médecins je ne peux pas parler pour les médecins d'une manière générale, mais en tout cas, les médecins sont de toute façon des gens pragmatiques. Donc, à partir du moment où ils voient que quelque chose fonctionne et que c'est scientifiquement établi, à ce moment-là, ils vont s'y mettre. Tant que les choses ne sont pas scientifiquement établies, les médecins font toujours attention parce que voilà, on a une déontologie, on a aussi toute une culture universitaire, etc. Mais c'est vrai que pour ça que je suis très à l'aise quand je parle de l'hypnose, parce qu'il y a des publications derrière. Je suis très à l'aise quand je parle du biohacking parce que dans tout ce que je raconte, dans tout ce que j'écris sur le biohacking, dans tout ce que je développe, tout est sourcé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis, bah, tiens, tel complément alimentaire, c'est bien, Tu mets la source. c'est parce que j'ai des Ah oui. sources derrière. Et Ouais. puis, les sources évoluent. Je sais qu'il y a des choses que je disais avant, Ils sont plus vrais aujourd'hui. que je ne dis plus parce qu'il y a eu des études, parce que j'ai vu des choses. Un truc tout bête, hein, par exemple, c'est vrai qu'avant, on avait tendance à expliquer le burn-out comme un épuisement des surrénales, un épuisement du cortisol. C'était comme ça qu'on expliquait le Donc, on le burn-out. présentait, ouais. Voilà, et finalement, quand on regarde, quand on fait le panel des dizaines d'études qui ont recherché, la plupart montrent qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre le taux de cortisol et le burn-out. Voilà, bon, c'est vrai que ça, c'est un message que même moi, je passais encore il y a quelques années. Maintenant, je ne passe plus parce qu'effectivement, il y a des études
qui ont montré que. Voilà, donc c'est Et vraiment c'est dans plutôt cette… une bonne chose, tu trouves pas? Parce qu'en fait, c'est de se dire qu'en fait, on reste pas ancré sur des vérités et que on va aller chercher à déconstruire et puis pouvoir aller. Ça veut dire que ça avance en fait. Oui, de toute façon, enfin, c'est pour ça que dans le biohacking, on se base toujours sur des choses qui sont scientifiquement établies. Et ensuite, une fois que c'est scientifiquement établi dans la globalité des personnes, après, l'idée, c'est de tester ça sur soi-même. Après, euh, on a tout un tas de choses pour évaluer. Il y a déjà, évidemment, des méthodes simples. Regarder un peu ses selles. Après, on peut mesurer, par exemple, le pH de son urine. On peut après faire d'autres choses. On peut avoir des montres connectées pour mesurer ses cycles du sommeil. On peut après aller vérifier son métabolisme avec, tiens, d'ailleurs, je l'ai quelque part par là, une machine pour mesurer le métabolisme en fonction du CO2 expiré. Après, on peut encore aller dans des trucs encore plus dingues. On peut analyser notre microbiote. Et après, on peut aller dans un truc encore plus dingue, aller Mais jusqu'à alors, attends, vas-y, parce que l'analyse moi, de ça l'ADN. m'intéresse. Tu vois, Ouais, tout ce qui est microbiote, tu vois, j'ai un petit garçon de 5 ans qui a souffert de perméabilité intestinale très importante pendant 2 ans. ouais. Et tu vois, sur tout ce qui est avancé par rapport au microbiote, moi, je suis comme ça aux aguets pour voir tout ce qui s'évolue, tu vois. Et justement, à propos de ça, enfin, quand on parle de quoi? C'est de transplantation, par exemple, fécale. Quand tu vas Oui, dire analyser son microbiote, c'est parce qu'il y a déjà, on peut faire. Tu vois, j'ai envoyé il n'y a pas très longtemps au labo de Metz, qui était un des seuls, ouais. qui m'a été, alors, Bioavenir, je crois, Mhm. qui a pu en fait faire un check-up complet, faire un neurobilan où tu Mhm. pouvais voir toutes les dosages des neurotransmetteurs. Tu Mhm. pouvais voir, enfin, tu avais vraiment des notions qu'un laboratoire lambda ne communique pas, tu vois. Est-ce que tu parles de ce type de… Oui, alors sachant que là, en l'occurrence, si tu veux, pour les dosages des neurotransmetteurs, euh, c'est à la fois intéressant. Le problème, c'est que nos neurotransmetteurs, ils bougent à toute vitesse. Le temps qu'on a l'analyse, en fait, on a une photographie a posteriori de l'état dans lequel on était quand on a fait le bilan. Pour les neurotransmetteurs, moi, je suis beaucoup plus intéressé par les questionnaires type Braverman qui montrent justement, qui tentent à montrer des potentielles carences en dopamine, sérotonine, GABA et acétylcholine. Moi, je trouve ça limite plus intéressant. Donc, tu vois, ça fait partie des choses Ça, il avait, enfin, j'aurai l'occasion de te le montrer, mais en fait, Ouais, c'est le résultat, l'analyse, il fait au moins quasiment 10 pages. ouais, ouais. Et donc, tu as vraiment des dosages très poussés et justement, tu as des doses de dopamine, noradrénaline, enfin, tu as absolument tout. Ouais, et en fait je dirais limite, il y a, il y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire qu'on peut faire des investigations. Après, le problème quand on fait des investigations, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on Quelle est fait la après? philosophie? En fait, la première question, quand les gens ils disent je vais mettre du biohacking et tout ça, mais oui, mais la première question, c'est pourquoi? Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que, ok, si par exemple, tu te dis, ben, tiens, je vais prendre des compléments alimentaires, je dis n'importe quoi, des antioxydants, ou bien je vais prendre, voilà, je vais prendre des probiotiques, mais à côté de ça, je mange de la MERDE. C'est un non-sens. C'est-à-dire qu'on prend des probiotiques et à côté, Exactement. c'est un Oui, il y a un non-sens. vrai, je veux dire, il faut qu'il y ait du sens dans tous les, enfin, faut qu'il y ait du bon sens partout, en fin de compte. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est d'être cohérent. Euh, Donc, dans un premier temps, c'est là où je te disais les trois phases du biohacking. La première phase, c'est identifier les déséquilibres. Deuxième phase, c'est les rééquilibrer d'une manière la plus naturelle possible. Et ensuite, effectivement, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, à ce moment-là, on peut s'amuser. Là, on peut aller loin. Par exemple, voilà, personnellement, je prends certains compléments alimentaires, mais je me permets de les prendre parce qu'à côté de ça, j'ai une vie à peu près healthy, pas complètement parce que j'aime bien le chocolat, mais j'ai une vie à peu près healthy. Je mange des légumes, je mange bio, etc. Je jeûne, enfin. Donc, pour moi, c'est OK. Ça ne me paraît pas déraisonnable de prendre des compléments alimentaires parce que je sais que ça va me permet d'aller plus loin. Mais prendre des compléments Parce que tu agis alimentaires, sur d'autres facteurs, en fait, tu agis sur d'autres plans. bien Donc, sûr, tu agis sur la ben, globalité, finalement. oui, alors c'est vrai que par exemple, voilà, j'explique par exemple que une des raisons du jeûne, c'est d'activer des systèmes qui vont augmenter la longévité. Ces systèmes s'appellent les sirtuines. Donc quand on jeûne, on active les sirtuines. Bon, c'est une méthode pour rajeunir, bien moins vite, entre guillemets.
On sait qu'il y a certains compléments alimentaires qui vont aussi activer les sirtuines. Mais si je mange n'importe quoi, de la junk food, que je vais au McDo, etc., et que je prends les compléments alimentaires enfin, je veux dire, je perds de l'argent parce que ça coûte une blinde en plus, ces compléments alimentaires. Par contre, une fois que je jeûne, que effectivement j'ai un mode de vie healthy, que je peux finalement, par mon mode de vie, je ne peux pas forcément augmenter encore l'activité de mes sirtuines, ça ne paraît pas du tout déraisonnable de prendre des compléments alimentaires. Mais la première phase, c'est évidemment de rejoindre la nature, de se rappeler que fondamentalement parlant, nous sommes des Cro-Magnons et que plus on se rapproche finalement d'un mode de vie qui ressemble à notre biologie, plus on est dans le vrai. Exactement. Moi, je parle, tu sais, de l'alimentation vraie. Donc, je sensibilise, tu vois, notamment les enfants, les familles, à avoir une alimentation qui soit la plus brute possible. Parce qu'aujourd'hui, on tend à acheter que de l'hyper-industriel et des produits ultra transformés. Et on imagine aujourd'hui qu'on mange des aliments, sauf que ce n'est plus des aliments, ce sont des produits. Et que les industriels sont très forts pour nous faire imaginer et nous faire acheter. Le marketing, il a des atouts, mais en tout cas, pour la nourriture, c'est pas extra. En tout cas, pour notre santé. Et aujourd'hui, c'est quand même l'alimentation, elle est remise en cause. Je dirais, c'est le premier facteur à remettre en cause lorsque on souffre d'une maladie, notamment les maladies chroniques. Quand tu parles, tu vois, d'anamnèse, en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça devrait être. On parle de biohacking, alors je trouve que c'est un mot du coup qui fait très classe, tu vois, mais en fait, c'est de se dire qu'on pourrait aussi simplifier les choses et que ce soit des pratiques courantes, tu vois, l'anamnèse, elle soit vraiment poussée pour savoir comment un patient mange, s'il va souffrir d'une certaine pathologie, et tu vois, qu'il y ait des bases, tu vois, il y ait une sorte de chronologie et que l'alimentation soit toujours demandée. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que, en fait, quand je parle du biohacking, j'ouvre toujours la petite porte vers l'après parce que Bien sûr. les gens, c'est un peu ce qu'ils ont envie. Je veux dire, quand on parle biohacking, les gens, ça y est, ils ont envie qu'on modifie leur ADN avec les CRISPR. Mais, donc, oui, je ne parle pas de tout ce que je connais sur les possibilités X, Y, Z Tu du peux pas le faire avec biohacking. tout le monde, je pense que c'est bon. Voilà, bon, par exemple, il y a des choses qui cartonnent aux États-Unis, qui se font de manière courante, qui ne sont pas encore utilisées en France, c'est par exemple les analyses de notre propre ADN. Et après, de savoir quel complément alimentaire prendre en fonction de notre ADN. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait en France. C'est Ben Greenfield que j'écoutais en podcast. Ouais, Il Ben parlait de ça. Greenfield. Il est dément, ce gars. Et Ouais, lui, Ben pour le Greenfield. coup, il est sur un niveau d'optimisation à tous les niveaux. Enfin, il est sur tous les niveaux. Et puis, c'est un grand sportif. Oui, tout à fait. Non, mais Il est Ben dans Greenfield. l'hyper-contrôle de tout son organisme. Mais Ouais. par contre, c'est une bête, quoi. Ah, c'est une machine. Moi, j'ai pas prétention d'être Ben Greenfield. Après, je veux dire, à la base, lui, c'est un triathlète qui est Ouais. champion d'Ironman et tout. Donc, Ouais. de toute façon, actuellement, les grosses pointures, très connues, on va dire, les plus Ouais. connues, effectivement, Ben Greenfield, Dave Asprey ou Anthony Di Clementi. D'ailleurs, je suis en lien, Par contact. je suis en contact direct avec Anthony Di Clementi. On Génial. va travailler ensemble. Génial. Je suis également partenaire de Biohacker Magazine. Donc, tout ça, voilà, c'est des choses qui se développent. En fait, le biohacking, c'est absolument pas du tout connu en France. Hein. J'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking. J'ai fait la première formation en français sur le biohacking. J'ai publié dans Forbes sur le biohacking. Voilà, je commence à diffuser le système. Après, ce qui est intéressant, et c'est aussi ce qui amusait les personnes de chez Biohacker Magazine, c'est que nous, en tant que Français, on va avoir une vision de l'optimisation qui va être différente des anglo-saxons. C'est-à-dire que les États-Unis, quand tu parles de Ben Greenfield, effectivement, c'est une machine. Aux États-Unis, ils vont utiliser le biohacking pour être plus productifs, pour être Plus performant parce que eux, ils aiment bien la compétition. c'est la compète à fond. Et en fait, voilà, moi, je leur expliquais que si je leur parle, si en France, je veux parler du biohacking et que je leur parle à la mode, que je parle aux Français avec la mode américaine, ouais, vous allez être plus compétitif, ça va jamais marcher. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'expliquer que finalement, grâce au biohacking, on est plus productif, on est plus efficient. Plus efficient, ça veut pas dire plus efficace, ça veut dire plus efficient, c'est-à-dire plus efficace, plus productif, mais avec moins de temps passé. C'est vrai que par exemple, quand il y a des personnes qui me disent, mais attends,
c'est quand même incroyable. En 2 ans, tu as écrit, j'ai écrit combien? 4 livres. J'ai créé 5 formations en ligne Corps Esprit, plus des formations pour les praticiens, Bah alors attends, plus t'as pas tout dit, c'est parce que t'as fait ça pendant le Covid, c'est ça? le biohacking. Et oui, bah, par exemple, j'ai écrit un bouquin pendant le Covid et pendant le premier confinement. Et en fait, quand les gens me disent, mais comment tu peux faire autant alors que tu es marié, tu as 4 enfants, que tu es anesthésiste? Je dis, bah ouais, mais je suis un biohacker. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que Est-ce que, de est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu voilà, du avant et après, de ce que tu as pu mettre en place quand tu parles de que tu as sûrement plus de clarté d'esprit, plus de concentration, tu dois être assez focus finalement. Moi, pour le mettre aussi en place, finalement, sans me rendre compte que c'était du biohacking, bon, il y a un vrai avant-après, clairement. Non, en fait, Et du non, coup, ça m'intéresse ce que tu vas ouais, dire. en fait, oui, alors bah, déjà, par exemple, il y a 10 kilos de moins, il y a plus de capacité de souffle, plus de capacité sportive, Ouais. une plus grande clarté mentale, une vivacité d'esprit, euh, une sensation vraiment d'être plus jeune. Je pense que je suis là, bah, j'ai 49 ans, je pense que je suis plus en forme maintenant, peut-être qu'il y a 10 ans. Ça me fait Donc, penser, tu vois, qu'il y avait justement une interview par rapport à Ben Griffith qui apparemment, tu sais, avait une machine pour pouvoir tester en fait les organismes, alors je ne sais plus exactement comment, mais pour justement aller estimer l'âge de son corps et non plus oui, tout son à âge, fait. tu vois. Oui, tout à fait. En fait, ouais, en fait, il y a différentes manières de faire, effectivement. On peut mesurer la longueur des chromosomes, ça s'appelle les tests D'accord. des télomères. Ok. Il y a un autre système aussi qu'on appelle les tests épigénétiques d'Horvath. Et Ouais. donc, il y a possibilité, effectivement. Alors, bon, c'est des choses qui sont discutées. Au-delà de ça, déjà, l'idée, c'est comment on se sent. Bon, Ben Greenfield, lui, manifestement, enfin, il a un corps de 20 ans alors qu'il a plus de 40, hein. Donc, bon, mais voilà, lui, Bon, on est dans les extrêmes, mais c'est il est plus, très tu vois, extrême. Mais ce qui est intéressant chez Van Greenfield, c'est l'idée de se dire que finalement, si lui est capable, on est tous capables de le faire. exactement. Ouais. Tout est une question d'envie, de motivation. Bon, personnellement, faire l'Ironman et cultiver les talus de chocolat, c'est pas forcément pour moi une fin en soi. Mais en tout cas, À c'est chacun son intéressant de se pourquoi, dire je que, dirais. voilà, c'est toujours le pourquoi. Donc, c'est intéressant de voir que c'est possible. Euh, donc, c'est vraiment dans cette idée de se dire qu'on peut s'optimiser, mais c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que l'idée, c'est le maximum de ce que l'on veut faire. Voilà. Personnellement, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une optimisation. Ça m'a permis aussi de me rendre compte de certaines choses. Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait certains moments de la journée où j'étais plus productif. À ce moment-là, j'utilise le 80-20, hein, la loi de Pareto, et les moments où je sais que je suis plus productif, c'est ces moments-là où je vais bosser. Et au moment où je sais que je vais pas être productif, Tu vas te par exemple, reposer, faire du ou bien sport. oui, ou alors, enfin, en l'occurrence, moi, j'ai une routine déjà depuis quelques temps qui m'éclate. C'est, Ouais, j'ai acheté un vélo d'appartement, j'ai une tablette connectée à Netflix, je branche ma tablette et je fais du vélo tout en regardant Netflix. Voilà, donc voilà, excellent, c'est c'est bien. zéro neurone, si tu veux. En ce moment, j'ai la série Viking, je me tape toute la série Viking Ok, génial. et je fais Et une tu fais ton demi-heure, sport. à 1 heure et demie de vélo, Canon. voilà, quasiment tous les jours. Donc, bon, voilà, comme ça me permet de m'occuper ou non, par exemple, je vais méditer parce que je sais que de toute façon, ça ne sert à rien, je ne serai pas productif. Puis les moments où je suis productif, là, à ce moment-là, je m'enferme, je coupe le téléphone et puis je suis focus et je suis une machine de guerre, je produis à toute vitesse. Donc, voilà, l'important aussi, c'est de se connaître. C'est ça. C'est Connaître aussi sa une routine. manière d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins. Je pense que tu as expérimenté certaines choses et la méditation, c'est quand même aussi une écoute de soi. C'est vraiment aller à l'intérieur de soi pour comprendre un petit peu, tu vois, le système nerveux, comment on se sent, de se rééquilibrer. Ouais, alors la méditation, j'aime bien. Je suis pas un accro parce qu'en fait, c'est pas assez mobile pour moi. Je suis un peu un faux follet. Moi, pour moi, il faut que ça gigote un peu dans tous les sens. Après, même si c'est 5 minutes, Euh, c'est bénéfique aussi. oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, voilà, moi, quand je veux vraiment euh, focus sur quelque chose, je vais plutôt aller faire, pour des respirations type Wim Hof ou la respiration en carré, des choses comme ça, que je vais trouver limite plus intéressantes. Mais voilà, il y a plein de manières de faire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'important du biohacking, c'est d'utiliser tout ce qui est scientifiquement prouvé. Voilà, pour penser que
mettons pour la gestion du stress, on sait très bien que la méditation, ça fonctionne, mais également la cohérence cardiaque, ça fonctionne. Alors après, à partir du moment où on a des choses qui sont validées par la science, et ben après on teste et on se hack soi-même en utilisant ce qui est propre à notre propre fonctionnement. Voilà, je suis un grand euh, comment dirais-je, diffuseur de méditation. Je dis méditation, c'est génial. Ma femme est instructrice de méditation. Je dis à tout le monde, la méditation, c'est extraordinaire. Personnellement, ça me Mais casse pour tout. toi, c'est pas Moi, c'est ça me pas casse. ce qui t'est bénéfique en fait. Voilà, Mais alors je comprends ce que tu veux dire. j'en fais, mais c'est vrai que c'est pas mon kiff intégral. Voilà, mais néanmoins, je le conseille parce que je sais que c'est scientifiquement prouvé. Donc voilà, à partir du moment où c'est scientifiquement prouvé, moi je suis très simple, hein. C'est-à-dire que quand on me parle d'un sujet, hop, moi je vais chercher les publications scientifiques sur le sujet. S'il y en a, je dis que ça marche. S'il n'y en a pas, je dis Mais est-ce que tu as à la fois de l'expérimentation finalement? Parce que pour toi, c'est vraiment important, plus qu'important, d'aller vérifier euh, le côté cartésien, d'aller voir la source. Pour toi, si admettons, je sais pas, tu prends l'exemple d'un ami qui dit, écoute, j'ai essayé une technique géniale, j'ai fait ce sport-là, j'ai pu atteindre autant en performance. Pour toi, c'est important de regarder la source scientifique avant d'aller tester ou comment ça se passe? ça dépend de la croyance que j'ai dans la personne, mais de toute La façon, confiance, oui, ouais. j'essaierai toujours de voir. De toute façon, si les choses fonctionnent, Ouais. je dis pas que tout a été prouvé et trouvé. En tout cas, a priori, si quelque chose fonctionne, c'est que la personne n'est pas la seule euh, dans le monde entier à l'avoir trouvé et qu'a Surtout à l'heure priori, actuelle, avec les réseaux sociaux, je pense que voilà, les on va sources. trouver des trucs. Mais il y a plein de choses. Si tu veux, là, comme ça, il y a un exemple qui me vient en tête. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait oui, la vitamine C, c'est génial, il faut en prendre des grosses doses, c'est génial, ça peut guérir plein de trucs et tout ça. Euh, bon, voilà, j'ai regardé un peu les publications, j'ai vu que non, et que la seule publication qui allait dans son sens, c'était une publication sur un cas dans les années 50. Enfin, je caricature, mais c'était un peu ça. Voilà, moi, quand j'ai un niveau de preuve aussi faible, j'ai même pas très envie d'expérimenter quelque chose, surtout quand finalement on voit que, en l'occurrence, trop de vitamine C, c'est dangereux. Donc, voilà, Ouais, c'est c'est ce un que j'allais exemple. dire. Moi, je trouve ça un petit peu Voilà, étrange. c'est un exemple. Donc, évidemment, on a envie d'expérimenter. Moi, j'ai expérimenté plein de trucs. J'ai expérimenté plein de trucs sur moi. Là, je suis en train d'expérimenter des compléments alimentaires parce que voilà, qui sont conseillés par une équipe de Harvard. Alors, évidemment, c'est conseillé par une équipe de Harvard, alors ça me donne envie d'essayer, Ah ouais, je comprends. ce qui est un peu logique. Mais voilà, je pense que, ou on dit que, moi je suis OK, parfois les choses sont des croyances. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose en préambule. Tu disais le développement mental, émotionnel et peut-être spirituel. Je veux dire, la spiritualité, il n'y a pas meilleur système qui soit à la fois bénéfique et dans sa vérité et pour autant non prouvé. Donc, je ne suis absolument pas opposé aux choses non prouvées, mais en tout cas, c'est vrai que par exemple, je peux faire des choses pour moi qui ne sont pas prouvées, mais auxquelles je crois, mais je ne vais pas forcément les transmettre. En général, quand je transmets, je fais en sorte de transmettre des choses qui sont Que tu as expérimenté toi. que Et j'ai que, expérimentées. Voilà, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui se disent. Tout à l'heure, on parlait de l'hypnose. Il y a plein de choses qui sont enseignées en hypnose qui sont des non-sens. c'est vrai. Il y a plein de choses enseignées qui sont des non-sens. Voilà, moi j'aime bien quand j'enseigne. Voilà, quand j'enseigne, je Quand dis, tu dis enfin, non-sens, c'est-à-dire que tu te bases sur quoi? C'est-à-dire que par rapport à. Tu dis que ça va à l'encontre de ce que tu as appris parce que tu as été enseigné, enfin, on t'a appris par des grands, donc je veux dire, ouais. et c'est extra. Maintenant, est-ce que c'est du non-sens par rapport à tes croyances, par rapport à ce qu'on t'a enseigné? Pour toi, tu trouves, enfin, parce qu'à Non, partir mais du si moment tu où veux, bah, on juge ça comme ça, est-ce que c'est personnel ou est-ce que tu sais, enfin, bien sûr, non, il y a des déviances dans tout, on est d'accord, hein. je vais te donner, bah, en l'occurrence, tu connais bien la PNL, je vais te donner Ouais. trois choses inexactes qui sont enseignées dans la plupart des écoles, hein, Ouais. le temps, par exemple, qu'il faut pour changer une habitude. Voilà.
On nous sort toujours les 21 jours ou les 28 jours, alors que c'est complètement Ouais, ça, faux. on le sort, effectivement. Et c'est toujours sorti. Le fait qu'il y ait le cerveau gauche rationnel sur le droit imaginatif, c'est complètement faux. Le fait de dire que le verbal et le non-verbal, c'est 90% de la communication et que le verbal, c'est que 10%, ça se base sur l'étude de Merabian des années 60. Donc voilà, ça fait partie de toutes ces choses-là où en fait, qui sont toujours répétées et qui sont inexactes. Alors, moi, je suis OK, je veux dire, pour moi, je suis pas choqué quand les gens ils parlent de croyances. À partir du moment où ils disent que c'est leur croyance, mais j'ai rien contre. Ouais, bien Par sûr. exemple, il y a un bouquin qui considère que quand on a tel problème, il faut peut-être aller voir telle émotion ou tel truc caché derrière, genre dis-moi où tu es mal et je te dirai quelles sont tes Ah, tu parles blessures. de Michel Odoul? Je ne cite rien, mais voilà, bon, pour moi, voilà, bon, moi, c'est pas ma came, par exemple. D'accord. Mais je veux dire, chacun, on a tous nos croyances de toute façon. Après, moi, disons que je suis plus dans une ouverture où avant, j'étais beaucoup dans le jugement, à me dire que j'étais assez catégorique, tu sais. Et aujourd'hui, je vais écouter, il y a des choses que je vais prendre, des choses que je vais balayer, mais je vais rester quand même ouverte et me dire, OK, c'est quoi son système de croyance? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Et je lui laisse le bénéfice, je me laisse le bénéfice d'aller comprendre sa Ah non, façon. non, oui, mais là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, ça dépend d'où vient la croyance. Bon, en fait, si la croyance vient du patient, je la prends en considération. Ouais. Si c'est parce que j'ai lu dans un bouquin un truc et que je veux donc calquer la croyance de ce bouquin qui devient ma croyance au patient, qui n'est peut-être pas sa croyance, pour moi, je ne suis plus dans la vérité. Tu comprends la Ouais, je différence? comprends. Si par exemple, mettons, je dis n'importe quoi, un patient vient avec une pathologie corps-esprit et qui me dit, à mon avis, j'ai cette pathologie parce que j'avais un problème avec ma grand-mère, là, je vais l'écouter, même si c'est, à mon avis, c'est faux, mais si c'est sa croyance, je vais prendre la croyance. Pour moi, c'est sa vérité, donc pour moi, c'est la vérité. Mais si, par exemple, je lis dans un bouquin que son problème, ça vient certainement d'un problème avec sa grand-mère, mais que c'est la croyance du livre, que ça devient ma croyance et que ce n'est pas la croyance de la personne, je ne vais pas lui mettre une croyance qui ne serait pas la sienne. Mais Voilà, je comprends ce que tu veux dire. En je, fait, en est-ce fait, que du coup, ça manquerait en poids de vérification? Tu vois, tu me non, parlais. ça serait projectif et je pense qu'il ne faut jamais être projectif quand on est dans l'accompagnement des personnes. Et si tu veux, c'est vrai que quand effectivement, moi je me base toujours sur les publications, c'est parce que aussi imparfaites qu'elles peuvent être, on a vu avec le Covid à quel point les publications et les études, ça pouvait être imparfait, c'est néanmoins le moins imparfait de tous les systèmes. Et d'une manière générale, et ça tu le sais pour avoir fait de la PNL, ce qu'on appelle la preuve sociale, voilà, quand par exemple des personnes me disent, mais ok, l'hypnose à la douleur, c'est prouvé. Je leur dis, bah attends, ouais, il y a à peu près 2000 publications internationales sur hypnose et douleur. Donc après, s'il y a 2000 publications internationales, c'est que ça fonctionne. Et là, dans le système de croyance de mon patient va être nécessairement augmenté parce que justement, je m'appuie sur des faits scientifiques et une preuve sociale qui est considérable. Alors que si je dis, oui, à mon avis, votre histoire, j'ai lu dans un bouquin de ma grand-mère que c'est Oui, peut-être. bien sûr, forcément, ça semble pas très sérieux. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, il y a comment dire, des jobs, j'allais dire des professions euh, que l'on développe un petit peu plus, tu vois, tout ce qui est pas hypnothérapie, mais souvent je me trompe entre kinésithérapie et kinésiologie, tu vois. La kinésiologie, c'est tout ce qui est médecine chinoise, la médiumité, il y a le magnétisme. Ah oui, non, mais Alors, c'est moi je d'autres suis. pratiques, tu vois. Oh, oui, je Et suis complètement OK. puis, aujourd'hui, ça se développe de plus en plus et je me dis, dès lors où il y a de plus en plus de personnes qui se sont formées et qu'il y ait des personnes qui puissent vraiment trouver des guérisons. Et encore une fois, c'est un chemin, donc ce n'est pas une seule pratique qui va apporter du bien-être. Mais en fait, moi, dans mon esprit, dans mes croyances, je me dis que si ces personnes-là sont à savoir aider les autres et qui peuvent agir plus sur le côté corps émotionnel, tu vois, sans parler de spiritualité, mais de corps émotionnel, en tout cas, moi, personnellement, j'y crois parce que du coup, alors, il y a quelques années, je t'aurais dit, pour moi, ça me semblerait ça serait pas assez prouvé pour moi. J'aurais eu besoin, comme toi, de preuves scientifiques. Et aujourd'hui, bah, mes croyances évoluent par rapport à ça.
parce que je pense, tu vois, à des personnes qui sont en maladie chronique et qui sont sur un chemin de thérapie où ils se font accompagner par plein de thérapeutes et qui tendent du coup vers ce type de profession pour trouver du bien-être. Et il y a une question de, comme je suis dans la douleur, comme je suis un petit peu dans l'errance, je vais quand même le tester et je trouve quand même du bien-être. Et donc, Non, mais moi, je n'ai aucun problème là-dessus, mais comme on dit, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Donc, moi, j'ai absolument aucun souci là-dessus. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que euh, l'un des points communs quand on étudie toutes les personnes qui ont eu des, entre guillemets, guérisons inexpliquées ou miraculeuses, entre guillemets, avec telle ou telle technique, parce que ces guérisons, entre guillemets, miraculeuses, on en voit avec plein de techniques différentes, hein. On peut les voir avec l'hypnose, avec le Reiki, avec la sophro, avec le magnétisme, la médiumnité, enfin, tout ce qu'on veut. Et en fait, le point commun, enfin, l'un des points communs à toutes ces guérisons miraculeuses, c'est la croyance du patient dans le fait que le système allait les guérir. Donc on montre je bien, comprends ça tout montre à bien que fait, je suis c'est un placebo. d'accord avec toi. Moi, j'ai pas de problème. Le placebo, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai donné dernièrement une conférence sur le placebo, donc moi, je suis très à l'aise avec ça. Je trouve ça super cool. Mais c'est vrai que, voilà, après, si tu veux, personnellement, je ne vais pas orienter sur ce genre de choses parce que effectivement, c'est pas, ça ne veut pas dire que j'y crois pas. Ça veut dire que c'est pas la langue que j'ai apprise. Donc, je ne vais pas m'exprimer avec une langue qui n'est pas la mienne. Ça veut pas dire que c'est pas, ça veut pas dire que c'est faux. Je dis pas que c'est faux. Je dis juste que personnellement, c'est pas dans ma langue, ma culture, et que après, déjà par rapport à mon bagage et également par rapport au corps médical, personnellement, moi j'ai entre guillemets un devoir vis-à-vis du corps médical et je ne peux pas me permettre d'aller prôner des choses qui ne sont pas prouvées. Déjà parce que personnellement, ça me gênerait et en plus, pour des raisons pragmatiques, les tutelles pourraient m'en vouloir. Le conseil de l'ordre pourrait m'en vouloir parce que voilà, je n'ai pas prôné du charlatanisme. Je mets beaucoup de guillemets, mais c'est. Oui, non, mais je comprends, t'inquiète pas. Voilà, maintenant, ça ne veut pas dire que. Regarde, moi, j'ai assisté à des choses très étonnantes. J'ai vu des choses très étonnantes. Voilà, tu parlais d'ailleurs de médiumnité ou de choses comme ça. Moi, par curiosité, je suis allé voir des personnes, je discutais avec des personnes. Personnellement, j'ai été bluffé que par 2 personnes qui m'ont vraiment bluffé. Surtout ceux que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pourtant, j'en ai rencontré un mec, tu vas voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Après, je pense qu'il y a une question de feeling et dans tout, je dirais dans tout. Non, complètement. C'est vrai que, bon, il y en a 2 qui m'ont bluffé, mais c'est vrai que sinon, pour les autres, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, on rejoint ce qu'on disait pour la PNL, c'est une question de croyance. Et quand on sait à quel point une croyance peut créer des maladies, ça montre bien qu'une autre croyance peut guérir. Donc, ça ne veut pas dire que les choses ne fonctionnent pas. Mais c'est vrai que là, je reviens à tout ce que je dis. C'est vrai que quand je parle biohacking, je ne suis pas du tout dans la croyance. C'est-à-dire que dans biohacking, il y a biologie. La biologie, ce n'est pas une question de croyance. Je veux dire, si ta cellule elle fonctionne comme ça, tu peux t'amuser à croire le contraire. Ben, ça ne va rien changer, quoi. Je veux dire, 1 et 1, ça fait 2. Alors, tu peux t'amuser à croire que dans un champ quantique, ça ferait 24, j'en sais rien. Mais non, quoi. C'est pas vrai. 1 et 1, ça fait 2. Et je vois, par exemple, il y a un concept dont je parle beaucoup dans le biohacking, qui est pour moi la base, une des bases du biohacking, c'est l'énergie. Quand on parle énergie, voilà, tout le monde a sa définition, hein. Tout à l'heure, tu me parlais de toutes ces médecines un peu différentes. Par exemple, la médecine chinoise parle d'énergie, mais c'est vrai que moi, quand je parle d'énergie, moi, je vais être sur une énergie biologique, c'est-à-dire que je vais parler de l'énergie des cellules qui est produite par telle et telle réaction chimique. Donc, moi, je vais m'intéresser à la réaction chimique qui va provoquer l'énergie dans le corps, indépendamment de ma croyance ou pas dans des histoires de méridiens. Là encore, parce que c'est une croyance, ça ne concerne que moi, je n'en parlerai pas aux patients. Par contre, la réalité biologique, là, oui, j'en parle parce que ça, c'est prouvé. Bon, écoute, en tout cas, merci pour ce que tu fais. Parce que des personnes comme toi, aussi complètes, je te dis, moi, ça ne court pas les rues et continue. Parce que, tu vois, effectivement, quand tu me parlais, on est différent des Américains, des Anglo-Saxons. On a des façons de voir la santé aussi différemment, les performances différemment. Mais en tout cas, je pense que tu as une telle ouverture d'esprit que tu peux apporter énormément aux gens, et ne serait-ce qu'avec tes ouvrages.
Donc, ce que j'inviterais à faire, c'est d'aller voir tes bouquins. Et puis, la chose la plus facile aussi, c'est de s'inscrire à ta newsletter, Tout à fait. où tu communiques à peu près à quelle fréquence, du coup? Alors, sur la newsletter, pour l'instant, j'ai pas vraiment. Je suis tellement débordé que là, pour l'instant, je m'ai surtout développé sur la chaîne YouTube. Donc, j'ai une chaîne D'accord. YouTube. En s'inscrivant Donc, sur la on newsletter, la mettra en bio, hein. voilà, en s'inscrivant sur la newsletter, vous pouvez télécharger un e-book que j'ai écrit sur justement comment optimiser ses capacités cérébrales. Génial. Voilà, il y a plein de choses. Tu peux le télécharger. Tu trouveras peut-être des trucs un peu Donc, c'est rigolos. le petit cadeau que Denis vous fait. Donc, merci pour ça. Bon. Donc, vous inscrivez sur drdenis.com/cadeau. Et n'hésitez pas également à. L'idée, en fait, c'est aussi que les personnes posent des questions parce que, voilà, le jour, j'ai discuté avec une personne qui me dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire comme conférence? Je dis, mais qu'est-ce que ton audience voudrait que j'apporte? Parce que c'est vrai que, voilà, moi, avec mon bagage, j'ai 15 ans d'études de médecine, j'ai la Il y a plein médecine de choses à anti-âge, dire j'ai le que vous avez coaching, abordé. j'ai l'hypnose, j'ai le biohacking, il y a tellement de trucs à raconter. Moi, je ne sais pas forcément ce qui intéresse les personnes, donc je suis toujours à l'affût de savoir qu'est-ce qui intéresse. Et je dis toujours que, ou bien j'ai l'information, auquel cas je la donne, et si je la donne, c'est que j'ai des sources derrière pour prouver ce que j'avance. Si je ne l'ai pas, à ce moment-là, j'ai l'humilité ou bien de dire je ne sais pas, ou alors de dire voilà, moi je pense que, mais c'est ma croyance. Voilà, donc voilà. C'est très beau ce que tu dis, parce que tout le monde n'a pas cette intelligence, et moi je trouve que c'est vraiment une intelligence, d'oser dire qu'on ne sait pas et qu'en plus de ça, on tend pour aller chercher d'autres solutions et qu'on n'a pas la solution à Oui, chaque fois. surtout que si tu veux, surtout à notre époque où avec Internet, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent experts en ceci, Oui. experts en cela. Je sais que dernièrement, j'ai donné une conférence et on m'a présenté, je parlais du cerveau et on m'a présenté on voulait me présenter comme expert en neurosciences. Et je dis, mais non, non, surtout, ne dites pas que je suis expert en neurosciences. Pour moi, expert en neurosciences, c'est Stanislas Dehaene qui est professeur au Collège de France en neurologie, quoi. Ouais, ça, c'est un expert. Je suis rien à côté de Stanislas Dehaene. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir l'humilité de savoir que d'autres personnes. Et Exactement. tant mieux s'il y a des gens qui savent plus que moi, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'apprendre. Donc, moi, j'adore, au contraire, j'ai autant de plaisir à recevoir de l'enseignement qu'à transmettre. Oui, ça se Voilà, sent. je suis ravi. Si je n'ai pas l'information, ça veut dire que j'ai des trucs encore à découvrir. Et si je me plante, eh ben, tant mieux, ça veut dire que je suis perfectible et que je peux encore être hacké et progresser sans cesse et ne jamais s'arrêter de progresser. Bon, bah écoute, Voilà. encore un grand merci à toi, Denis. C'était hyper Merci à enrichissant, toi. hyper riche. Donc, je vous invite vraiment à aller vous inscrire, ne serait-ce qu'à cette newsletter, parce que c'est gratuit. Et de la ressource gratuite aujourd'hui, profitez-en, parce que comment dire, des occasions pour prendre soin de vous sur tous les plans. Et que ce soit en alimentation, que ce soit pour votre mental, pour votre bien-être général. Aller chercher ça et puis presque aller voir aussi les formations que fait Denis, parce que c'est aussi encore plus riche. Quand on est formateur, moi je suis aussi formatrice, le temps qu'on passe et les infos qu'on va donner, on met aussi beaucoup de sources. C'est une grande richesse et quand vous allez acheter ces formations-là, c'est un investissement en fait sur vous, que vous faites. Donc voilà, des moments comme ça où profitez-en d'aller vous instruire et de devenir encore la meilleure personne que vous êtes aujourd'hui pour demain, aller partager à vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Yes. Après, vous allez dire peut-être une dernière phrase. Je ne sais pas ce que tu veux. Moi, j'aime bien dire que le biohacking, ça permet d'avoir une vie plus longue, plus heureuse, plus saine. Donc, allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Génial. Magnifique. Magnifique. Merci pour ça. Et Merci puis, à toi. à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée. Bye bye.